L'Espagne, destination touristique par excellence du sud de l'Europe. Appréciée pour ses plages, son ensoleillement, ses tapas et sa culture festive. Mais il existe une autre Espagne, un pays déchiré où règne la discorde. On voit se multiplier des attaques homophobes, xénophobes, qu'on n'avait plus vues depuis des années. Une Espagne où les querelles politiques ont compromis tout dialogue. La situation et les clivages actuels nous conduisent à nous battre les uns contre les autres. Une Espagne qui menace de s'effondrer en tant qu'État. C'est effrayant. Pourquoi les Espagnols nous en veulent à ce point? Une Espagne où le fossé entre la gauche et la droite ne cesse de se creuser. Personne ne voudrait d'une autre guerre civile, pourtant on dirait qu'ils la cherchent. Ce que je vois aujourd'hui ne me plaît pas, qu'ils soient de droite, de gauche ou du centre. Je n'aime pas leur manière brutale. Une Espagne qui a exacerbé les fractures et conforté la haine du camp adverse. C'est une dictature déguisée. Tout ce qu'ils font, c'est nous attaquer, nous les Espagnols. L'Espagne est aujourd'hui l'un des pays les plus divisés au monde, plombé par une culture politique clivante et une société parcourue de tensions. Comment en est-on arrivé là ? Les maux dont souffre l'Espagne trouvent leurs racines dans les plaies encore ouvertes du passé. À Séville, le souvenir des horreurs de la guerre civile est toujours bien vivace. À l'instar du Guadalquivir, le fleuve qui partage la ville en deux, les crimes des années 30 marquent ici une séparation que le temps n'a pas permis de surmonter. Ángel Rodríguez et son petit-fils Eugenio se rendent sur le site de l'ancienne manufacture de céramique de Séville. L'endroit évoque pour eux de tristes souvenirs. Le père d'Ángel y travaillait jusqu'à son arrestation en 1936. Mon père travaillait ici. Maintenant, c'est un centre d'art contemporain. Mon père était chargeur de fours. Ça veut dire qu'il approvisionnait les différents fours. Il manifestait ici, devant l'entrée de l'usine. Il se tenait là, à gauche, avec un groupe de 50 ou 60 personnes qui protestaient. Il a été dénoncé par un collègue, non? Ça, On le suppose. je n'en sais rien. Je n'avais que 2 ans et demi. Membre d'un syndicat anarchiste, le père d'Ángel participait activement aux manifestations ouvrières de ces tumultueuses années 30. Lorsque la guerre civile a éclaté, il a été arrêté par des membres du parti fasciste, la Phalange. Mon père était en train de se raser quand les phalangistes sont arrivés à la maison et l'ont arrêté. Ils l'ont emmené. Et on n'en sait pas plus aujourd'hui. Même si Ángel n'a pas vraiment connu son père, il pense à lui tous les jours. Et tant qu'il ne saura pas ce qui lui est arrivé, il ne pourra pas refermer ce triste chapitre de sa vie. Plus de 80 ans après la fin de la guerre civile, de nombreuses familles espagnoles ignorent encore ce qu'il est advenu de leurs proches disparus. Chez Ángel, on a mis longtemps à briser la chape du silence. Là, c'est ma mère, seule. Elle était veuve. Pauvre maman.
Là, c'est mon père au service militaire. Je me souviens que quand j'étais petit, je posais des questions à mon grand-père sur son père. Une fois, ma grand-mère m'a pris à part et m'a dit « Ne l'interroge pas sur son père, ça le rend triste. » Le silence et la peur ont régné pendant des années, même après l'instauration de la démocratie. Pour ma mère, c'était tabou. Elle n'en parlait pas. Par peur. Moi, j'ai toujours eu l'intuition qu'il l'avait assassiné. J'avais raison. J'ai eu la confirmation en voyant son certificat de décès. J'avais 17 ans. Il y a écrit « Blessé par arme à feu aux abords du cimetière de Séville ». Contre le mur du cimetière. C'est une façon de dire qu'ils l'ont tué sans vraiment le dire. Ils l'ont exécuté. Une fois par semaine, Ángel se rend au cimetière San Fernando de Séville. Un peu à l'écart des tombes, la fosse commune de Picorrera, l'une des plus vastes datant de la guerre d'Espagne. Ángel espère qu'on y retrouvera un jour la dépouille de son père. Depuis le début des travaux d'exhumation en 2020, les restes de 700 civils assassinés ont été découverts ici. On estime que près de 2000 corps pourraient y avoir été enterrés. On peut décrire la fosse de Picorrera comme un vaste lieu d'oubli. Pendant toutes ces années, il n'a été fait aucune concession à la mémoire, au souvenir des disparus. On a délibérément choisi d'occulter des événements terribles et clairement planifiés. L'extermination d'une grande partie de la population fidèle à la République. N'oublions pas que Séville a été la première ville d'Espagne tombée aux mains des putschistes en 1936. Le conflit sanglant qui secoue l'Espagne entre 1936 et 1939 fait plus de 500 000 victimes. Deux idéologies irréconciliables s'affrontent, le fascisme et le communisme. L'Espagne de droite conservatrice et ultra-catholique contre l'Espagne de gauche, laïque et révolutionnaire. Avec le soutien d'Hitler et de Mussolini, le général Francisco Franco et son parti fasciste, la Phalange, sortent vainqueurs de la guerre. L'Espagne devient une dictature. Le régime autoritaire et nationaliste prendra fin avec la mort du caudillo en 1975. Dans cette société espagnole divisée entre vainqueurs et perdants, les crimes commis pendant la guerre seront longtemps passés sous silence. Plus de 100 000 victimes anonymes de la guerre civile reposeraient encore de nos jours dans des fosses communes. Ce qui fait de l'Espagne l'un des pays au monde qui recense le plus grand nombre de disparitions forcées. Un triste record, étonnant au cœur de l'Europe démocratique. Le travail que vous faites est extrêmement important. Et d'après tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est un excellent travail. Félicitations. Anthropologue judiciaire, Fernando Cerrulla est un spécialiste de ces charniers hérités de la guerre.
Ce n'est pas rouvrir des blessures, c'est faire preuve d'humanité. On parle d'anthropologie médico-légale humanitaire. En tant que société, nous n'avons pas été capables d'analyser et d'assumer entièrement ce qui s'est passé. L'Allemagne a fait son autocritique après la guerre. La vérité et la justice ont pu émerger. Il y a eu des lois de réparation. En Espagne, non. Et nous continuons à réclamer cela, plus de 80 ans après la fin de la guerre. Vérité, justice, réparation et garantie que ça ne se reproduira pas. Ce sont des droits fondamentaux. En 2007, le Parlement, à majorité social-démocrate, a adopté la loi sur la mémoire historique qui encourage notamment la localisation et l'ouverture des fosses communes. Le texte, qui était censé panser les blessures du pays, les a en fait ravivées. La droite a vécu cette loi comme une déclaration de guerre, nous explique la journaliste conservatrice Isabel San Sebastián. La loi sur la mémoire historique n'a rien à voir avec la mémoire. Elle est liée à une soif de revanche, au désir de déterrer un conflit qui avait été réglé, de se tourner vers le passé pour réécrire l'histoire et en modifier la fin. Mais on ne peut pas réécrire l'histoire. Elle est ce qu'elle est. Pour ANREL, il n'est pas question de vengeance, simplement d'offrir à son père une sépulture digne. Il y a tellement de disparus. Et ici, on n'en voit qu'une partie. Ils veulent qu'on oublie. Il n'y a pas tout le monde. Mais c'est pas possible. C'est toi qui as mis ce bouquet? Non, bien sûr. Je le redresse. Oui. Ce qu'ils ont fait pendant la guerre, c'était criminel. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Si ça avait été eux, les victimes, est-ce qu'ils auraient oublié? Mais comme ce sont les héritiers de ceux qui ont tiré, ils veulent que nous, on oublie. J'aimerais retrouver les restes de mon père. Je l'ai à peine connu. Alors si je pouvais au moins retrouver ses ossements. Ce que je voudrais, ce serait de pouvoir l'enterrer à côté de ma mère. L'anniversaire de la mort de Franco, le 20 novembre, est commémoré chaque année en toute légalité par la droite espagnole. À cette occasion, de nombreux nostalgiques du Caudillo viennent en pèlerinage sur sa tombe dans un cimetière du nord de Madrid. Il existe encore une fondation au nom du dictateur et le salut fasciste n'est pas interdit. Ce groupe a parcouru 600 km pour prendre une photo souvenir. Les héritiers des vainqueurs de la guerre civile ont une lecture de l'histoire aux antipodes de celle du camp d'en face. Quand Franco est mort, personne ne parlait de politique. Nous, on vient d'une petite ville de 2000 habitants où on n'en parlait pas. Les rouges et les gens de droite cohabitaient sans problème. C'est la gauche qui a réveillé tout ça. Elle avait l'air à moitié endormie, mais en fait, elle veut se venger. Remuer le passé génère des divisions. Bien que la guerre et la dictature soient aujourd'hui de l'histoire ancienne, elles demeurent très présentes et restent un marqueur du clivage gauche-droite. En 2008, un nouvel élément vient s'ajouter à l'équation et attiser encore les tensions politiques. La crise financière internationale. Elle percute le pays de plein fouet et bouleverse durablement l'économie, mais aussi la politique et la société espagnole. Bueno, esto es ya una cosa que se dice siempre.
Si no luchas, puedes perder. Pero si no, no, si, no, esto está mal. Si luchas, puedes perder. Claro, yo es que lo he puesto y me ha dicho mi hijo. Pero si no luchas, estás perdido. Exactamente. Carmen Arnedo, 71 ans, milite pour le droit au logement. Aujourd'hui, elle participe à une manifestation contre les fonds d'investissement immobilier, familièrement désignés sous le nom de fonds vautours. Devuélveme mi casa que me la has robado, que me la has robado. A un fondo buitre la tengo, cariño, pero no creo que pueda pitar. Ces fonds d'investissement spéculent sur l'immobilier, alors même que le marché du logement est extrêmement tendu en Espagne et que l'accession à la propriété est devenue inabordable. Le petit groupe a décidé d'aller perturber un congrès de professionnels du secteur qui se tient à Madrid. La crise de 2008 a fait éclater la bulle immobilière et l'économie espagnole s'est effondrée. Résultat, une explosion du chômage qui a culminé à près de 27% en 2013. Ceux qui avaient contracté un crédit hypothécaire se sont retrouvés dans l'impossibilité de rembourser les mensualités. Des millions d'Espagnols ont vu leur subsistance même menacée. Au plus fort du marasme, plus de 500 familles étaient expulsées quotidiennement. La police évacuant les appartements manu militari si nécessaire. Des fonds spéculatifs nationaux et internationaux ont racheté des rues entières sinistrées par la crise. Ces fonds d'investissement étrangers et espagnols achètent des milliers de logements. Ils font grimper les loyers, expulsent les gens et saisissent leurs biens. Ils s'enrichissent d'autant plus qu'ils sont domiciliés dans des paradis fiscaux et ne paient pas d'impôts en Espagne. Mais même s'ils sont puissants, nous avons le pouvoir que nous donne la démocratie. Carmen a commencé à militer il y a une dizaine d'années dans des circonstances douloureuses. Avant la crise, son fils avait acheté un appartement. Pour le financer, il a contracté un emprunt hypothécaire de 100 000 € dont Carmen s'est portée garante. Tout allait bien, jusqu'à la crise de 2008. Mon fils a fait un emprunt. Il a payé ses mensualités pendant 9 ans. La crise est arrivée et il a perdu son travail. Quand il n'a plus pu payer, ils m'ont réclamé les 2 appartements, plus les 110 000 € du prêt, en disant que les 9 années précédentes, il n'avait payé qu'une partie des intérêts. Este banco enamorado de mi sueldo que me roba cada día mi jornal. Yo le digo que no tengo más dinero y él me dice que me va a desalojar. Il voulait me prendre mon appartement, qui était payé depuis longtemps. Je me suis mariée à 21 ans et on l'a payé en quoi? En 8 ans. Et à 69 ans, il voulait m'en expulser. Alors je me suis beaucoup battue. Me obligaron a añadir muchos marceros a la deuda imposible de pagar. Y al final me han echado a la puta calle sin derechos y sin pestañear. Après avoir longtemps déjoué les procédures d'expulsion, Carmen a dû s'avouer vaincue. Elle a perdu son appartement et s'est installée chez son fils aîné. C'est une souffrance de chaque jour. Beaucoup de gens sont très éprouvés psychologiquement. C'est une situation qui vous mine. La douleur ne passe jamais vraiment. On nous a arnaqués. On a profité de nous. Il aurait fallu nous prévenir de ce qui pouvait arriver. On n'aurait pas fait les mêmes choix. La crise et ce qui a suivi m'ont causé beaucoup d'ennuis. Retour dans le quartier qui a été le sien pendant une 50aine d'années. Cette visite ravive les souvenirs d'une vie révolue. Hola,
Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal, cariño? ¿Y tú? Pues bien, cariño, bien, muy bien. Qué alegría verte. Y de verdad, qué emoción. Pues sí, tenemos que quedar un día y vernos. ¿Por aquí? No, tengo que quedar contigo. Ya aquí no vengo. Ya aquí no vengo, no es mi barrio. Bueno, así que nada, a ver si me dan un pisito, sí. A ver si me dan un pisito. C'est dur de revenir ici, de revoir l'endroit où mes enfants ont grandi, le parc où je les emmenais, tous ces souvenirs. Je suis triste là, très triste d'avoir perdu ma maison. Il faut que le monde sache ce qui se passe en Espagne. Ma meilleure amie vit ici, mais on ne se voit plus autant qu'avant. On reste amis, mais ce n'est plus pareil. Miraflores, petite ville de 6500 habitants, se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Madrid. Natalia et son mari Ricardo y tiennent une boulangerie et mènent une vie sans histoire. En 2011, ils ont participé au mouvement contestataire du 15 mai qui a changé le visage de l'Espagne. Ces participants se disent indignados, indignés. Le mouvement du 15 mai a tout changé. Avant, on était des gens normaux qui ne remettaient rien en question. Parle pour toi. Oui, moi je ne remettais rien en question. Mais depuis le 15 mai, je remets quasiment tout en question. Le mouvement prend la forme d'une mobilisation citoyenne spontanée en mai 2011 et fait descendre dans la rue des milliers d'Espagnols. C'est la réponse des indignés au creusement des inégalités et des injustices dans une crise qui touche durement la classe moyenne espagnole. De 2008 à 2011, quand tout a volé en éclats, les seules mesures proposées par le gouvernement étaient des coupes budgétaires. Les citoyens devaient payer comme s'ils étaient responsables de la crise. On a appris des choses qu'on ignorait. Par exemple, au sujet des expulsions. Même si la banque a saisi ton logement, ta dette court toujours. On a vu comment les banques étaient sauvées, mais pas les gens. On a découvert des affaires de corruption au sein des partis politiques. Et on s'est dit non, ça suffit. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les politiciens se moquent de nous. Les gens sont à bout. Qu'on ne sabre pas notre éducation, notre santé et nos droits pour payer la facture d'une crise que nous n'avons pas provoquée. Nous sommes une foule d'indignés. Nous avons 1000 raisons différentes de l'être, mais nous sommes tous indignés. Ceux qui ont vécu au-dessus de nos moyens, c'est eux. Il faut descendre dans la rue pour le dire et exiger la transparence et la participation citoyenne. Il y avait beaucoup d'énergie, de participation et d'intelligence collective. Et il y avait le sentiment que nous ne pourrions affronter cette catastrophe qu'en étant tous ensemble. Podemos voit le jour dans le sillage du mouvement des indignés. Ce nouveau parti d'extrême gauche devient la troisième force du Congrès des députés dès les élections générales de 2015. Né en réaction à la crise, il revendique de profonds changements dans le système politique.
c'est la fin du bipartisme et de l'alternance classique au pouvoir entre conservateurs et sociodémocrates. En même temps que le vote se fragmente, les positions se figent. La crise a été le terreau sur lequel ont prospéré des groupes populistes nés dans la rue. Ils ont profité du désespoir des personnes gravement touchées par la crise. Podemos a été le déclencheur d'une tension vers les extrêmes, qui est allée crescendo. L'émergence de Podemos déclenche un contre-mouvement, le parti d'extrême droite Vox. Créé en 2013, il prend de l'ampleur à partir de 2018. Il se présente comme patriote et antiféministe. Il promet de mettre fin à l'immigration illégale. Bienvenidos a la resistencia. Seguimos adelante. Seguimos sin miedo a nada ni a nadie. Les groupes d'intérêt qui se sentaient attaqués par la gauche protestataire ont entretenu la colère de la droite. Ça a entraîné certains événements dans le pays, et en particulier la fondation de Vox, un parti ultranationaliste, le plus extrémiste des partis de notre pays. La montée de Podemos et de Vox a bouleversé le climat politique et radicalisé les discours. Les réseaux sociaux ont relayé une agressivité toxique qui rappelle les violents échanges entre fascistes et communistes au temps de la guerre civile. Quieto. Ven, vamos. Despacio. Despacio. Quieto, 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 quieto. 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 Corre. Vamos. Vente. Vente, Marqués. Vente, Marqués. Ay, te voy a cansar hasta ti hoy. Ven. Ven. Anda con él. Ay. Venga. Salta, venga. Vamos. ¿Qué pasa, Marqués? Guillermo Galán a 36 ans. Originaire du sud de l'Espagne, il vit dans une banlieue paisible à 15 km de Madrid. Ya llegamos. Ya llegamos. Il ne s'est jamais identifié aux revendications des indignés. C'étaient des marginaux. Je ne voyais pas l'intérêt de toute cette agitation. C'étaient des gens qui n'étudiaient pas, qui ne travaillaient pas, qui ne faisaient rien. Des gens qui, à mon avis, n'apportent vraiment rien au pays. Bien au contraire. Guillermo est marié. Il a un fils de 5 ans. Il fait partie des 3,5 millions d'Espagnols qui ont voté pour Vox aux élections générales de novembre 2019. La première impression que m'a donnée Vox, c'est celle d'une certaine libération. Ça soulage de sentir qu'il y a une volonté de préserver les traditions. L'Espagne d'avant. Vox, c'est un parti qui défend ses traditions. Je m'en sens très proche parce que je suis un torero, un chasseur, et que j'aime la campagne. Quand je parle de l'Espagne d'avant, je parle de l'Espagne des travailleurs, des gens qui entreprenaient des choses par eux-mêmes. Je ne crois pas que la droite d'aujourd'hui soit comme celle d'hier. Pour moi, Vox est un parti de droite, conservateur, qui se soucie du pays, qui veut valoriser le travail. Je me réfère toujours à mon grand-père. Lui, il a pu construire 5 maisons pour ses 5 enfants et acheter 5 domaines, un pour chaque enfant. Moi, je ne pourrais jamais y arriver, même en trimant toute une vie.
En Espagne comme ailleurs, ce nationalisme tendance populiste nouvelle formule exerce une grande séduction. En proposant des réponses simples à un monde toujours plus complexe, il attire les jeunes électeurs espagnols comme un aimant. Guillermo est aussi à sa façon un indigné. Ils nous imposent des règles venues d'autres pays. Et ils essaient de nous faire adopter une culture qui n'est pas la nôtre. Notre culture à nous, c'est la culture méditerranéenne. C'est la culture espagnole. Les taureaux, les chevaux, les bons repas, la famille, l'amitié, le travail acharné. C'est triste que tout ça disparaisse. Ils veulent nous imposer leurs dogmes, nous dire comment manger, éduquer nos enfants, élever notre bétail et traiter nos animaux. Ils exercent un contrôle excessif sur tout ce qui faisait le caractère de l'Espagne et qui est en train de disparaître. Je le vois bien. Honnêtement, avec Vox, j'ai aperçu une lumière au bout du tunnel. Actuellement, ça me semble la seule alternative, la plus conservatrice. Si l'on veut comprendre le climat de division actuel, il faut également évoquer la Catalogne, la deuxième région la plus riche du pays. Ici aussi, les années noires de l'Espagne hantent encore les esprits. La dictature franquiste réprimait les langues et les cultures régionales en Catalogne comme dans le reste du pays. De nombreux Catalans gardent ainsi un vif ressentiment à l'encontre de l'Espagne. Luisa Eril enseigne le catalan dans un lycée de Barcelone. Âgée de 63 ans, elle est née sous la dictature et a grandi dans le rejet de l'Espagne. Une aversion qui n'a pas faibli. La Catalogne, c'est mon pays. Là où je suis née, où j'ai grandi, où s'enracinent mes traditions et mes croyances. Pour moi, c'est l'endroit le plus merveilleux où vivre. L'Espagne, en tant qu'État, c'est le pays qui m'a opprimé toute ma vie et m'a interdit de faire beaucoup de choses. J'éprouve envers l'État espagnol, mais pas envers les Espagnols eux-mêmes, un profond sentiment de rejet. Luisa déplore que les Espagnols aient une image biaisée des Catalans. Selon elle, ce sont les crispations politiques qui divisent la société. Au fond d'eux-mêmes, les gens sont bons. Les Catalans, les Espagnols, les Français. C'est l'État qui véhicule des idéologies et fait de la propagande. C'est lui qui fait que les Espagnols pensent qu'on est raciste ou intolérant. Moi, je suis consciente que l'État est l'oppresseur et le colonisateur, historiquement. On me l'a enseigné dès l'enfance à la maison. Le 11 septembre, la Catalogne célèbre sa fête nationale. Cette date commémore la capitulation de Barcelone en 1714, pendant la guerre de succession d'Espagne. Elle marque la soumission à l'Espagne et la perte des libertés. Nous, les Catalans, nous avons perdu toutes les guerres. Nous avons toujours dû nous battre contre le pouvoir. Nous ne célébrons pas une victoire comme tout le monde, mais un dernier jour de combat, parce que nous avons toujours perdu.
Pour Luisa, l'émotion est grande. Quand j'ai eu 10-12 ans, le 11 septembre, je venais me promener ici avec mon père et des amis. Nous sommes un peuple qui descend dans la rue pour revendiquer ce que nous croyons juste. Et pour des raisons liées à la crise économique et à la crise sociale qui s'est généralisée. C'est très émouvant, et plus encore maintenant. Nos hommes politiques ne sont pas à la hauteur de ce qui se passe. Et je suis toujours plus convaincue que si on ne descend pas dans la rue, on n'obtiendra rien. On traverse aussi une crise émotionnelle qui nous pousse à nous demander qu'est-ce qu'on fait. La colère face à la situation actuelle nous fait descendre dans la rue et penser que l'indépendance peut être la meilleure issue. Si l'onde de choc de la crise n'a pas épargné la Catalogne, la grogne populaire a pris ici une autre forme. Plutôt que de faire confiance à de nouveaux partis politiques, les habitants ont opté pour un projet plus radical, l'indépendance de la Catalogne, c'est-à-dire sa sortie de l'Espagne. Les séparatistes promettent un avenir économique plus radieux grâce à l'autodétermination. Un slogan revient souvent, « L'Espagne nous vole ». Depuis la crise de 2008, l'idée indépendantiste a fortement progressé en Catalogne, passant de 13% d'approbation à près de 50%. Les manifestations en sa faveur sont de plus en plus suivies. Je suis ici pour réclamer l'indépendance. On est nombreux à penser qu'on est espagnol par contrainte et non par choix. On veut la liberté, on veut parler notre langue. On ne veut pas être blessé. Vive la Catalogne, vive notre terre. Catalogne libre. Ce jour-là, le cortège défile pour l'essentiel dans le calme. Mais les esprits s'échauffent lorsqu'il arrive à la hauteur de la préfecture de police et des débordements se produisent. Les jeunes sont assez excités. Si la police ne bouge pas, il ne se passera rien. Si elle intervient, il y aura des incidents. En 2017, le gouvernement régional de Catalogne prend une initiative risquée. Il convoque un référendum par lequel sa population doit se prononcer sur la création d'une république catalane indépendante. Pour le tribunal constitutionnel espagnol, le scrutin est illégal. Aux yeux de Luisa, il est historique. J'étais convaincue qu'on arriverait à voter, qu'on aurait des urnes et des bulletins de vote. Et j'étais sûre en plus qu'on gagnerait. Ça faisait plaisir de voir arriver des personnes âgées qui disaient, les larmes aux yeux, « Je vote pour ma femme ou mon mari qui ne peut pas venir. » On en avait la chair de poule. Ça a été une journée très intense. La réaction de Madrid ne se fait pas attendre. Le gouvernement central envoie les forces de l'ordre pour empêcher la tenue du référendum. Se sentant pousser des ailes, les nationalistes espagnols exigent avec chants et drapeaux que la police réprime sans ménagement les séparatistes catalans. La rupture a été provoquée des deux côtés, par les Catalans et par les Espagnols. Les Catalans défiaient Madrid, il fallait répondre. Mais on aurait dit qu'on partait en guerre contre la Catalogne, c'est du délire. Les forces de l'ordre espagnoles évacuent de force plusieurs bureaux de vote. C'est l'échec de la politique. La division l'emporte. Un jour gravé dans la mémoire de Luisa.
Ces images font ressurgir des souvenirs révoltants. Je sens de nouveau la colère monter. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand je vois ces gens calmes, immobiles, les mains en l'air, ce n'est pas croyable une violence pareille. La fracture est profonde. Entre l'Espagne et la Catalogne, mais aussi entre les Catalans, partagés presque à parts égales entre les pour et les contre l'indépendance. Tandis que chaque parti campe sur ses positions, les relations se crispent encore. On se brouille avec des proches, des amis. C'est une fracture terrible. Ça risque de dégénérer en guerre civile entre indépendantistes et espagnols. C'est de plus en plus tendu. La politique de l'émotion poussée à l'extrême. Le président catalan déclare l'indépendance de la Catalogne. Une annonce toutefois purement symbolique. La justice espagnole condamnera en 2019 les leaders indépendantistes catalans à des peines de prison. Entre les Catalans et le reste des Espagnols, un fossé s'est creusé. On n'a plus le sentiment que la Catalogne s'en va, mais qu'elle est partie, qu'elle est déjà partie. La crise catalane remet en question l'unité de l'Espagne. Pour les nationalistes de la Phalange, il s'agit d'une attaque contre la patrie. À nouveau, les divisions s'exacerbent. Nuestro fundador, José Antonio Primo Rivera, a quien hoy recordamos en el aniversario de su asesinato, dijo: bien está la dialéctica como primer instrumento de comunicación, pero cuando se ofende a la justicia y también a la patria, no hay más dialéctica admisible que la de los puños y la de las pistolas. Mucho se ha hablado. La Phalange était le seul parti sous la dictature franquiste. Une des factions qui a hérité de ce nom tient aujourd'hui encore des meetings, comme ici dans le centre de Madrid, appelant expressément à la violence et à la haine. Lo que cualquier español bien nacido debería hacer ante toda la presencia de esta basura separatista que quiere destruir la sagrada unidad nacional de España. Depuis 2020, l'Espagne est, comme le reste du monde, aux prises avec le Covid. Au-delà de la crise sanitaire, la pandémie a encore aggravé la situation économique déjà fragile du pays. À bien des égards, la situation rappelle 2008. Les inégalités et les injustices constituent plus que jamais le terreau de la discorde. Pendant toutes ces années, les expulsions n'ont jamais cessé. Carmen et ses camarades continuent de se battre pour le droit au logement. Mais le découragement les guette. Moi qui suis ici depuis 11 ans, je constate que nos manifestations, nos actions contre les expulsions réunissent moins de monde qu'avant. Je ne sais pas comment faire pour que les gens se mobilisent. Il faut qu'ils s'impliquent plus dans le mouvement parce que ce sont nos logements qui sont en jeu. S'il vous plaît, dites-le à l'Assemblée. Carmen demande à ce que tout le monde vienne aux manifs. En Catalogne, la classe politique a surtout montré sa capacité à diviser la population et le pays. Luisa milite toujours, mais elle a perdu tout espoir en la politique. Elle est déçue par les promesses creuses et la faillite généralisée du système. Les politiciens catalans m'ont déçu. Alors qu'ils avaient le soutien de toute la population dans la rue, ils ont freiné. Et finalement, ça a été un échec total.
Pourtant, Luisa reste convaincue qu'elle connaîtra un jour une Catalogne indépendante. Et elle continuera à lutter pour réaliser ce rêve. Je prends parfois l'exemple du mur de Berlin. 2 jours avant qu'il tombe, personne n'aurait imaginé ça. Et soudain, il tombe. Il s'était passé quelque chose? Non. Je pense que l'indépendance de la Catalogne se fera de la même manière. Quelqu'un dira « Il est temps maintenant, allons-y ». Et on pourra déclarer l'indépendance sans qu'il y ait de violence. J'en suis sûre. La Catalogne, pour moi, c'est mon pays. Autant que si j'étais catalan. C'est une des régions de mon pays. J'ai de la famille en Catalogne. Qu'une partie de l'Espagne veuille devenir indépendante, ça me semble complètement absurde. C'est l'union qui fait la force d'un pays. Ces gens ne sont pas réalistes. Guillermo a choisi de faire confiance à l'extrême droite qui promet d'aider son pays à retrouver sa grandeur. À l'heure actuelle, sa vision de l'Espagne est mise à mal par une modernité qu'il estime subir et par une classe politique qui attise les querelles à ses propres fins. Les hommes politiques, au lieu de fédérer, exacerbent les tensions. C'est absurde. Parce que c'est la division au sein du pays qui va faire qu'on se massacrera les uns les autres. Enfin, si je peux me permettre. Natalia et Ricardo sont descendus dans la rue en 2011 pour défendre leurs idéaux. L'Espagne d'aujourd'hui est bien éloignée de celle dont ils rêvaient. La montée de l'extrême droite m'inquiète. Le succès de Vox, la résurgence de certaines choses qui sont à l'opposé de ce qu'on espérait voir, ça peut décourager. Et on finit par se demander à quoi bon. Tous les efforts, toute l'énergie que je consacre à ce pays, est-ce qu'il les mérite? Tout ça vient de la guerre civile. Il y a encore beaucoup de gens qui ont vécu la guerre et le ressentiment est encore vif. Je connais des familles qui ne se parlent pas parce qu'elles étaient du bord opposé à l'époque. Une guerre civile, ça fait beaucoup de dégâts. Il faut des générations pour que les blessures guérissent. Et il faut aussi que le gouvernement œuvre pour ça.
On a attendu trop longtemps, beaucoup trop longtemps. La démocratie n'a pas tenu ses promesses, ça a mis trop de temps. Ça fait 85 ans que mon père a disparu. Ça a fait 85 ans en août. Les gens ne réalisent pas la souffrance que c'est. Eh merde, ça me fait venir les larmes aux yeux. On le retrouvera. Hein? On le retrouvera, c'est ce qui compte. Espérons que je vivrai assez longtemps pour voir les ossements de mon père. Je ne l'ai presque pas connu de son vivant. Peut-être que je pourrai au moins voir ses restes. Il faut toujours garder espoir. Au siècle dernier, la guerre civile et la dictature ont divisé le pays et causé des blessures qui sont toujours vives. Avec la crise financière de 2008, de nouveaux partis se sont lancés dans la course au pouvoir, accentuant encore les lignes de fracture dans la société espagnole. La tendance mondiale à la radicalisation des extrêmes n'épargne pas non plus l'Espagne, et les sujets de crispation y sont nombreux. Rapport à l'histoire, crise financière, aspiration régionale à l'indépendance. Le centre et le consensus ont disparu. Beaucoup s'interrogent aujourd'hui. L'Espagne réussira-t-elle à se défaire des fantômes du passé? Saura-t-elle remédier au clivage qui divise de plus en plus sa société? Et jusqu'à quand la démocratie pourra-t-elle résister à ces tensions?